Je vais te poser une question qui peut te paraître étrange, mais quand tu penses à ta sexualité, à ton intimité, à quel souvenir d'enfance, de famille, ça te rapporte? Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute du rapport et de l'influence qu'a notre vie jusqu'à nos 20-25 ans sur notre sexualité d'adulte. C'est un sujet, je pense, qu'on n'aborde pas très souvent, pas beaucoup, et toujours avec énormément de pincettes et d'a priori, parce que beaucoup de sous-entendus, beaucoup de malentendus et beaucoup de traumas pour certains. Donc ça va pas forcément être un épisode facile pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à en écouter d'autres ou à attendre celui de la semaine prochaine. Alors, la sexualité, l'intimité commence avant même notre naissance. Nous naissons grâce à la sexualité. Nous naissons grâce à des rapports charnels entre deux personnes. Cette rencontre entre deux gamètes donne lieu à des divisions et subdivisions de cellules qui nous créent. Quand nous sommes dans le ventre de notre mère, nous commençons à développer notre sexualité et notre intimité par l'exploration et la création de nos sens. Notre corps se forme à partir de la même base. Nous naissons tous à partir de la même base. C'est seulement des conjectures et des décisions génétiques qui font que nous sommes hommes ou femmes, mâles ou femelles. Mais quand on regarde bien, un sexe masculin et un sexe féminin ont la même construction de base. Ils se sont juste développés et ont évolué durant la gestation de façon différente. Il a été observé qu'un fœtus dans le ventre de sa mère va être amené à toucher ses parties, à les caresser, à les attraper, comme le fait un bébé né. Ce sont des comportements normaux. Beaucoup d'études sont faites sur les bébés, leur comportement et l'influence que l'on peut avoir sur eux une fois nés. Tous les principes d'attachement ont été également observés sur des enfants et des bébés. L'évolution et le rapport à l'intimité, la sexualité ont été étudiés également sur des bébés. Bien sûr avec le consentement des parents et dans un cadre scientifique, médical et psychologique viable et sain, en conscience des choses. Tout ça nous amène à, de façon factuelle, définir que, oui, un bébé est une éponge. Il apprend de son environnement et de ce qu'il vit au quotidien. Un bébé a besoin de référents adultes, en tout cas plus grands que lui, pour le protéger, le nourrir et l'aider à vivre, tant qu'il n'est pas en mesure de le faire seul. Si on décide pour apprendre à notre enfant l'indépendance, de le laisser seul des heures durant des jours d'affilée, de façon fréquente, malgré ses pleurs, ça génère une blessure d'abandon, une blessure de rejet, selon
comment on l'a fait. Blessure que ce bébé se traînera toute sa vie tant qu'il ne sera pas en mesure et de la conscientiser et d'avancer avec et de travailler dessus. Ça, on n'en a pas conscience parce que on nous a appris que oui, mais non, mais c'est pas si mal que ça de laisser pleurer le bébé. Il faut quand même qu'il arrive à gagner son indépendance et à passer des moments sans toi. Comment est-ce que tu vas faire une fois que tu vas retourner travailler, etc., etc. Parce que à un moment donné, tu ne peux pas aujourd'hui, dans la société que l'on a construite, garder ton bébé avec toi. Tu dois faire des bébés parce que la société te demande de faire des bébés. Nous avons besoin de reféconder la planète parce que nous ne faisons pas assez de bébés alors que nous sommes 9 milliards. Mais on ne te laisse pas la possibilité, la capacité, le droit de t'en occuper convenablement. Alors si on va te dire que t'en as le droit, mais c'est à toi de te démerder, de trouver comment. Parce que t'as toutes tes responsabilités qu'on te donne et il faut que tu te démerdes avec. Donc, en tant qu'adulte qui font des parents, c'est pas facile de ne pas élever son enfant sans lui générer de trauma, de douleur, de tristesse, de blessure. Bien sûr, on n'en a pas envie. C'est pas... Ça serait bizarre de vouloir être sadique avec ses propres enfants. D'accord. On n'a pas envie de faire tout ça. Mais malgré nous, ça va arriver. Maintenant, comment est-ce qu'on construit notre rapport à la sexualité, notre rapport aux autres? Tout ça, on le construit au travers des expériences que l'on vit petit, que ce soit avec nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, tantes, cousins, cousines, que à l'école, dans la rue, au quotidien. La société influence à 100% la construction du prisme de notre réalité. Du coup, les personnes qui vivent des choses normales, pas normales, cool, pas cool, tout ça, ça les influence dans leur rapport aux autres, mais aussi dans leur rapport à eux-mêmes. Parce que si on t'apprend que ton corps, c'est ton corps et il n'y a que toi qui peux déterminer les limites d'interaction que tu veux autoriser à l'autre, c'est pas la même chose que si on t'apprend que ton corps est à disposition, que ton corps, tes parents peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça paraît con, dit comme ça, c'est évident. Mais il y a des gens qui vivent ça, des enfants qui vivent ça. C'est pas la même chose de grandir avec le droit de pleurer ou avec un parent, quand tu pleures, t'engueule parce que c'est pas le moment, parce que y a plus malheureux que toi sur terre, parce que elle ou lui aussi a des états d'âme et ce n'est pas pour autant qu'il pleure tous les jours et donc nie tes émotions. Quand on grandit en apprenant que notre corps est à disposition et qu'on doit nier nos émotions pour être accepté dans la société, ça génère beaucoup de choses difficiles derrière et beaucoup de travail, de réadaptation et de réappropriation de soi une fois adulte. Tout ça, ça fait également partie de notre sexualité, notre intimité. Parce que souvent, ce que l'on nous refuse de vivre publiquement et au quotidien amène derrière un besoin d'exploration et de sensation dans l'intime. On va commencer doucement à explorer des choses et petit à petit, selon les sensations que l'on va ressentir,
s'arrêter, continuer, progresser. On peut se demander aussi, ouais, mais ok, mais parler de sexualité à des enfants, c'est tendancieux, ça se fait pas. Non, moi franchement, je me sens pas à l'aise. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Il y a eu ces dernières années beaucoup de protestations, beaucoup de scandales par rapport au fait qu'à l'école, on va instaurer des cours sur les relations affectives et sur la sexualité. L'idée n'est pas de parler de sexualité comme on en parle en tant qu'adulte à des enfants. L'idée est, selon leur âge, de leur apporter les connaissances appropriées pour être en mesure de protéger leur intégrité mentale et physique. C'est-à-dire, dès petits, comprendre le principe de consentement dans les interactions entre autres êtres humains, sans pour autant ajouter une connotation sexuelle. La sexualité, on va commencer à en parler vers 9 ou 10 ans en abordant seulement les principes de reproduction entre animaux. Nous étant des animaux, mais on va aborder tous les principes de reproduction avec tous les types d'animaux. Les escargots ne se reproduisent pas de la même façon que les baleines, que les poissons, que nous-mêmes, que tout, que les oiseaux, que les insectes. Donc les enfants vont aborder le principe de reproduction par là. Ce n'est que à partir du collège et du lycée qu'on va réellement parler de sexualité, mais toujours pas comme un adulte parle de sexualité, toujours dans ce principe de reproduction et dans un principe de protection de leur intégrité en leur parlant des risques, des maladies, des infections et de comment les éviter, comment se protéger. En tant que parents, ce que l'on peut faire, c'est observer nos enfants, les voir évoluer, répondre à leurs questions. Si votre enfant vient et vous dit « Papa, maman, je comprends pas, j'ai la foufoune qui gratte et j'aime ça, j'ai mon kiki qui devient tout dur et je comprends pas comment et pourquoi », vous pouvez être mal à l'aise. Ça se comprend. Parce qu'on s'imagine pas que nos enfants peuvent déjà avoir des réflexes sexuels. Mais en fait, le corps, il a des réflexes sexuels dès qu'il existe. Et il n'y a pas besoin de leur dire en fait c'est normal parce qu'il y a l'excitation, parce qu'il y a les hormones, parce que papapi papou et puis que tu vas faire crac crac boum boum un jour dans ta vie. Il n'y a pas besoin de leur dire ça. La seule chose qu'il faut, c'est les rassurer en leur disant que c'est normal, que c'est ok s'ils ont envie de se gratter, s'ils ont envie de se caresser, mais qu'ils ne doivent pas le faire à l'école, pas le faire dans la rue, pas le faire en public, que c'est dans leur chambre parce que c'est intime et que ça leur appartient. Vous pouvez également vous dire ok, je sais pas trop comment aborder le truc, allons chez le pédiatre va m'aider déjà à vérifier si c'est bien un réflexe sexuel ou si c'est pas un problème d'hygiène, surtout pour les petites filles, et ensuite libre à vous. Vous n'êtes pas du tout obligé de parler des petites abeilles et des petites fleurs. Vous pouvez juste être là, rassurant et déterminant des limites sociales par rapport à ces interactions qu'il a ou qu'elle a avec son corps. Votre rôle en tant que parent, de toute façon, c'est de protéger vos enfants, de les accueillir et de les guider dans leur progression jusqu'à l'âge adulte. Mais si vous rendez le corps et la sexualité tabous, il y a de fortes chances que, adulte, le corps et la sexualité soient également tabous. Après, c'est tout à chacun. Il y a des gens qui vont être choqués par mes propos. Il y a des gens qui vont se dire mais de quoi elle se mêle celle-là en fait si ça se trouve elle a même pas d'enfant et puis elle en sait rien et puis elle comprend pas et puis ta. Déjà on a tous été enfants. Mais surtout c'est important de ne pas répercuter nos propres blocages et nos propres traumas, nos propres appréhensions sur nos enfants. Parce que comme dit, ce sont des éponges. Et
tout ce que l'on va apprendre, vivre et expérimenter dans notre enfance, c'est ce qui va construire l'adulte que nous sommes. Donc c'est important, même si bien entendu on fait toujours du mieux qu'on peut, mais d'avoir conscience aussi de l'impact que l'on va laisser sur nos enfants selon notre ouverture d'esprit. Il n'y a pas de jugement, c'est en toute bienveillance, mais peut-être justement que cet épisode va vous permettre aussi de vous dire « D'accord, en fait je peux me détendre et parler à mes enfants de sexualité sans leur en parler. » Parce que ce qui vous paraît, vous, de la sexualité, n'en paraît pas pour vos enfants. Rappelez-vous quand vous regardiez les dessins animés petits et quand vous les re-regardez aujourd'hui, vous voyez pas du tout les mêmes blagues, vous voyez pas du tout les mêmes sous-entendus. Enfant, il y a des sous-entendus que vous n'allez pas comprendre, pas voir. Parce qu'on est encore candide, on est encore en train d'apprendre. On n'a pas besoin de dire à un enfant de 5 ans ou un enfant de 9 ans « Eh ben, ton kiki, il est tout dur parce qu'un jour, il y a une dame ou un monsieur qui va venir poser sa bouche dessus et le pépon. » Non, il n'y a pas besoin du tout. Et c'est même choquant moralement de se dire qu'il y a des personnes qui pensent que c'est une bonne idée. La seule chose que demande un enfant, c'est d'apprendre et comprendre. Donc vous pouvez très bien lui expliquer, même de façon scientifique et médicale, de pourquoi est-ce que ça grandit, pourquoi est-ce que ça devient dur ? Parce que quand on se détend, mais exactement ce que moi je vous explique quand on est en séance, quand on se détend, ça marche exactement comme un barrage. Le barrage, il retient l'eau toute la journée parce qu'on est tendu, on fait des choses, etc. Donc il se dit, c'est pas le moment. Et puis, quand on a besoin de lâcher du lest, le barrage, on l'ouvre et du coup, l'eau s'en va. Et le kiki, c'est pareil. Quand on est détendu, le corps se dit « Ah, c'est le bon moment de lâcher du lest ». Du coup, il laisse passer le sang. Et dans le kiki, il y a des genres de ballons. Et du coup, quand on laisse passer le sang, ça remplit les ballons et ça fait que ça devient dur. Et c'est tout. Il n'a pas besoin de savoir plus. Et même si une petite fille vient vous poser la question, parce qu'elle peut avoir observé des garçons à qui ça arrive, et se demander mais pourquoi eux ils ont ça ? Elle peut vous demander aussi mais pourquoi un garçon il voit son kiki, pourquoi moi je vois pas mon kiki ? Toutes ces questions-là, bien entendu qu'elles peuvent vous mettre mal à l'aise, parce que ce n'est pas le genre de discussion que vous imaginez avoir avec des enfants. Et pour autant, c'est des vraies questions qu'ils ont. Et c'est pas forcément leur maître ou leur maîtresse qui va être à l'aise à en parler. Parce qu'ils sont des fois assez jeunes, et puis surtout des fois pas du tout à l'aise, mais comme vous, quoi. C'est pour ça aussi que l'État demande à des associations de passer à l'école, demande à des professionnels de la santé formés en sexologie de passer à l'école pour répondre à ces questions auxquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise à répondre. Et ils en ont l'obligation par l'Organisation mondiale de la santé. Et on est très très mauvais élèves en France pour ça. On se fait taper dessus assez souvent. Donc, cet épisode, il n'est pas là pour vous dire comme quoi la sexualité, c'est important d'en parler dès le plus jeune âge. C'est pas du tout un prisme adulte qu'il faut amener. Un enfant de 5 ans ne va pas comprendre et ne va pas digérer une information de la même façon que nous. Et c'est pour ça que tout ce qui est pédocriminalité, c'est pas ok. Parce que ce genre d'acte traumatise des enfants et crée d'autres criminels derrière qui reproduisent un schéma qu'ils ont vécu sans même comprendre que c'est criminel. Mais c'est important de vous dire que c'est normal que les enfants se posent des questions. C'est normal qu'ils fassent des expérimentations. Et c'est normal que ça définisse leur sexualité une fois adultes.
Parce que votre sexualité, bien entendu, la plupart des gens, la plupart des enfants ne vont la construire réellement, fondamentalement, qu'à partir de l'adolescence. Et des fois même fin d'adolescence. L'adolescence étant à peu près entre 12 et 25 ans. On finit de devenir adulte vers 25 ans. C'est aussi pour ça que en France, légalement parlant, les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à leurs 25 ans ou jusqu'à mariage. Donc même si votre enfant il part faire des cours, vous avez l'obligation de l'aider s'il a besoin pour payer son école, pour payer son loyer, pour peu importe, jusqu'à ses 25 ans. Bref, je m'éparpille un peu. Je pense qu'on est bon. Donc cet épisode, je l'ai voulu pour une fois un peu différent, centré sur l'enfance, comme vous l'aurez compris, mais parce que c'est important, je trouve, de se dire que il faut rester ouvert pour les enfants. S'ils ont des questions, ne pas culpabiliser, se dire que notre rôle, c'est d'être sécurisant et bienveillant, ne pas être alarmiste ou autre, et surtout, si on ne se sent pas à l'aise, si on ne sait pas comment aborder les choses, ne pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide à l'école. Quand est-ce qu'il va y avoir une intervention pour parler de ce genre de sujet? Demander de l'aide au pédiatre. Parce que lui, il saura quoi dire, quoi vous expliquer à minima à vous. Ou demander de l'aide à un sexothérapeute ou à un sexologue. Parce que certains sexologues et sexothérapeutes savent comment parler aux enfants et peuvent vous aider si vous avez des difficultés à interagir sur ce type de sujet avec vos enfants. Ou si vous avez des problèmes avec votre enfant par rapport à ça. Du genre, on lui a dit qu'il fallait pas qu'il fasse ça en public, mais il peut pas s'en empêcher. Ou du genre, on lui a dit qu'il fallait pas faire pipi sur les autres, mais il adore faire ça. On peut très bien faire des séances avec des enfants, avec les parents et les enfants, et discuter avec un enfant pour l'aider à exprimer pourquoi est-ce qu'il a des comportements différents des autres, pourquoi est-ce qu'il a des envies particulières, et l'aider à les changer, à les exprimer autrement, à les comprendre, ou à les réfréner ou autre, sans pour autant le traumatiser. Justement, l'idée c'est de pouvoir accompagner. C'est important surtout que on prenne conscience aussi que nos comportements en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que personnes interagissant avec des enfants ont un impact. Vous êtes capable de vous dire attention, il faut pas dire de gros mots devant les enfants parce que sinon ça va paraître normal pour eux, ils vont en dire tout le temps. Et c'est choquant dans la bouche d'un enfant. Un enfant qui dit putain sa mère, c'est choquant. Et du coup, oui, vous vous dites, du coup, il faut pas parler de sexualité. Alors ne pas en parler de façon crue et vulgaire, oui. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous interdire de vous embrasser, vous interdire de vous faire des câlins, vous interdire de vous enlacer, vous interdire de vous aimer. Vous n'allez pas faire l'amour devant vos enfants, bien entendu. Mais tout ce qui est témoignage d'affection forte devant les enfants, au contraire, ça leur montre que c'est normal et que ce n'est pas choquant. Parce que si vous ne le faites pas, ils vont se dire « Ok, un papa, ça dort dans sa chambre, une maman, ça dort dans sa chambre. Un papa, une maman, ça fait des bébés, mais ça fait pas de bisous, ça fait pas de câlins. Donc, on va grandir et faire exactement pareil. On ne fera pas de bisous, on ne fera pas de câlins. Et on va dormir chacun dans sa chambre. À la limite, ils vont faire la concession de dormir ensemble, mais qu'est-ce que ça va les saouler ? De pas avoir leur espace, etc. Et du coup, générer des conflits, des frustrations. Donc, tous les schémas qu'on reproduit sans s'en rendre compte, ils bavent sur nos enfants, qui sont des éponges. Et du coup, ils vont reproduire ces schémas. Certains sont OK,
Et d'autres, on n'y avait pas pensé. Mais en fait, ça fait qui l'on est. Si je vous parle de moi, pour changer, petite, j'ai subi du harcèlement scolaire. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça et on n'en a jamais parlé à la maison. J'ai subi des violences psychologiques et physiques dans ma famille. On n'en a pas parlé non plus et on n'en parle pas aujourd'hui. Tout ça mène à qui je suis aujourd'hui et je suis très heureuse de la personne que je suis aujourd'hui. Malgré tout, beaucoup de choses que j'ai vécues ont influencé ma vie, certes, mais aussi ma sexualité. Comme dit, à l'école, c'était pas cool tous les jours. J'ai grandi très vite, j'ai été sexualisée très vite, et du coup, rejetée par les filles, rejetée par les garçons. Mais c'est pas ça qui a déterminé ma sexualité. Pas que. Un truc que j'adore aujourd'hui, c'est qu'on me tire les cheveux. Ça me procure vraiment beaucoup de sensations et de plaisir. Et quand j'étais à l'école, le truc que je subissais presque tous les jours, c'est que les filles me tiraient les cheveux dès qu'elles en avaient l'occasion. Si elles passaient derrière ma chaise, elles me tiraient les cheveux. Si elles me trouvaient dans la cour assise et qu'elles étaient debout, qu'elles passaient dans mon dos, elles me tiraient les cheveux. Je me faisais tirer les cheveux tout le temps. J'ai eu un ami d'enfance que je voyais tous les étés. On se retrouvait à la plage. Cet ami adorait me plonger la tête sous l'eau et me noyer. Je vous dis ça, j'avais 5, 6, 7 ans. Aujourd'hui, un de mes kinks, c'est la noyade. Ma grand-mère avait un martinet. Elle nous menaçait avec et l'a utilisé parfois et nous faisait compter les brins du martinet. Et à la fin, il en restait plus beaucoup. J'ai passé 2 ans à chercher un martinet qui me rappelle le martinet de ma grand-mère. Et j'adore utiliser des martinets. Et spécifiquement des martinets avec manches en bois et brins en cuir. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est un bon souvenir. Alors que c'était une menace de punition. Je pense que tous, on peut se poser la question de quel moment on a vécu dans notre vie qui se rattache à nos kinks. J'ai des clients et des connaissances qui me partagent ce genre de choses. Et typiquement, je pense à une qui aujourd'hui se sent libre de porter de la lingerie féminine, des vêtements féminins, et même dans son masculin, de trouver des tissus qui la font se sentir femme, même si aux yeux des autres, elle est homme. Et quand on discute avec elle de comment ça lui est venu, la réponse c'est pas « je sais pas, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours voulu ça, j'ai toujours aimé ça ». La réponse est très franche et réfléchie, assumée sur le fait que elle adorait regarder sa mère s'habiller, choisir ses vêtements. Elle adorait regarder sa mère mettre des chaussures, choisir de beaux talons, mettre de beaux collants. Et que, quand la porte de la chambre restait ouverte, elle s'aventurait pour explorer le dressing de sa mère, toucher les tissus, essayer les habits sur elle, enfiler les chaussures et incarner cette femme qu'elle admirait tant. Quand je demande à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui fait que il aime autant souffrir, avoir mal, là encore, la réponse n'est pas « j'aime ça depuis toujours, je ne me rappelle pas ». La réponse c'est « j'ai été tellement triste dans mon enfance qu'à un moment donné, les larmes ne suffisaient plus. J'ai eu besoin d'exprimer, de ressentir ma douleur physiquement. Alors j'ai commencé doucement,
Mais aujourd'hui, je ne saurais m'en défaire. Mon plaisir s'exprime par là, parce que pour moi, la douleur est un soulagement. Et si je demande à quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que tu aimes autant être encordé ? Parce que je suis tellement stressée toute la journée à aller dans tous les sens, à droite, à gauche. Et j'ai toujours été une pile petite à ne jamais savoir m'arrêter, à ne jamais vouloir ni pouvoir m'arrêter parce que si je m'arrête, je meurs, émotionnellement parlant. Parce que si je m'arrête, on me traite de feignante, de limace, de bonne à rien, que de me faire encorder. Là, je n'ai pas le choix. Et c'est le seul moment où je me sens obligée, mais libre, de me reposer et de lâcher prise. Si j'interroge encore une personne sur pourquoi est-ce qu'il aime autant dominer, il m'explique qu'en fait, toute son enfance, il a été ri et moqué des autres, singé, humilié, traité. Il a toujours eu cette sensation d'être nul, d'être le dernier, et qu'à un moment donné, il a voulu dire stop. Certes, socialement, il en a eu l'habitude. Ça passe. Mais dans son intimité, c'est la couche de trop. C'est hors de question qu'il laisse le contrôle à quelqu'un d'autre de son intimité, de son plaisir. Et même, il a envie de retourner la cadence. Pas forcément d'humilier l'autre, parce qu'il sait ce que ça fait, mais d'être dans le contrôle, dans la maîtrise, pour montrer à l'autre qu'il sait faire, pour partager à l'autre sa voix qu'on ne lui a jamais laissé l'opportunité d'exprimer avant. Ce sont quelques exemples d'échanges que j'ai eus de personnes que je connais, que ce soit des amis ou des clients. Bien sûr, ces échanges, j'en ai eu des centaines. Et vous-même, je pense que ça fait écho à ce que vous pouvez assimiler à votre vie. La sexualité, c'est hyper important dans notre vie parce que ça nous construit. Et on en est abreuvé tous les jours, toute la journée, au travers de tout ce que l'on consomme, de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on voit, de toutes nos interactions. Tout est sexualité et érotisme. Ne serait-ce que d'écouter ce podcast, bien entendu le thème est explicite, mais le traitement de ma voix, la musique choisie, le fait qu'il y ait des bruits ou pas, c'est de l'érotisme. Ça semble simple, dit comme ça. Mais même l'écran par lequel vous m'avez trouvé, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur, il est étudié pour stimuler vos sens, pour générer de l'érotisme en vous. Et selon ce que vous vivez, vous allez être sensible à une forme ou une autre d'érotisme. C'est pour ça qu'il y a les personnes qui sont plus vanille, les personnes qui sont plus BDSM, les personnes qui sont plus libertinage, etc., etc., etc. Autant de fétichisme, de kink et de sexualité qu'il existe. Et je pense, comme on dit qu'il y a autant de BDSM que de personnes, il y a autant de sexualité que de personnes. C'est juste qu'après, on se retrouve sur des généralités. Tout ça pour dire que ce qui vous fait aujourd'hui, c'est ce que vous avez vécu. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est liée à ce que vous avez vécu, au schéma que vous avez expérimenté, reproduit, compris. C'est lié à l'interprétation que vous faites de votre vécu et de vos souvenirs. C'est lié à la vision du monde que vous vous faites. Si vous partez du principe que le monde est joie, que le monde est plaisir, que le monde est ouverture et partage,
c'est exactement ce qu'il sera. Si au contraire, vous vous projetez sur un monde froid, acariâtre, triste, qui ne vous comprend pas, qui vous rejette, c'est également exactement ce que vous aurez. Malheureusement, notre état d'esprit, notre mindset est essentiel pour nous guider dans la vie. Si celui-ci est bon, si celui-ci est positif, il nous arrivera majoritairement du bon et du positif. Si celui-ci est plus pessimiste, ça sera également plus pessimiste dans notre vie. Et la sexualité, c'est pareil. Alors oui, bien entendu, on n'a pas toujours de la chance et on peut tomber sur de mauvaises aventures et de mauvaises conjectures. Mais, avec le recul, on arrive parfois à comprendre ce qui a provoqué ces conjectures. Et d'autres fois, c'est juste des faits de malchance. Pour autant, c'est important de se dire que la seule personne avec qui l'on doit vivre toute notre vie, c'est nous-mêmes. Donc autant commencer à nous aimer dès aujourd'hui. Je vais revenir sur les prochains épisodes avec des interviews. J'ai fait une petite pause là cet été, aussi pour profiter du soleil, un peu comme vous. Et on va reprendre petit à petit les interviews. On va parler pet play, ABDL, on va parler brat, on va parler de jeux entre adultes, on va parler de plein de choses. Et j'ai hâte de vous faire écouter. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une super journée.